Bonjour et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va parler de manga. Et avant de commencer ce top manga, j'ai envie de partager avec vous mes réflexions sur comment aborder un tel top, quels critères je me suis imposé pour éviter de partir dans tous les sens. Un premier critère, je voulais que ce soit des lectures d'il y a moins de 3 ans, histoire que ça reste frais et ça reste quand même marquant. Et second critère, je voulais que ce soit majoritairement des récits complets, qui est un point final à l'histoire, histoire de mettre un avis définitif dessus. Et avant de commencer, j'ai envie de parler d'œuvres inclassables, des œuvres qui bien sûr mériteraient d'être dans le top 3 de chaque top de tout le monde. Bon, je commence déjà avec Dragon Ball. Voilà, Dragon Ball, je suis obligé parce que c'est mon premier manga, ma première bande dessinée. Bien sûr, il y a eu les Tintins, il y a eu d'autres BD américaines, mais pour le coup, là, Dragon Ball, c'est celle qui m'a fait le plus vibrer parce qu'on a grandi avec ces personnages. Et voilà, là, c'est inclassable pour moi. Dragon Ball Z, c'est juste le cœur, le sang, ce que vous voulez. D'ailleurs, sa Perfect Edition est vraiment magnifique. Il y a 34 tomes et j'ai une pensée pour l'arc de Cell, du Cell Game, surtout parce que Trunk, c'est mon personnage préféré. Je trouve que c'est le personnage dans Dragon Ball Z qui a l'enjeu le plus important, sachant que les autres personnages, quand ils meurent, c'est plus compliqué pour eux. Vu que les Dragon Ball ont disparu dans son monde, quand quelqu'un meurt, il meurt pour de bon. Et c'est vrai que ramener cette crainte, ramener ce truc de je vous préviens parce que ça va vous arriver, et ben ça a amené quelque chose, suspense, complètement maîtrisé, et puis bien sûr Gohan à la fin contre Cell. Bref, je vais pas refaire Dragon Ball. Voilà, mention inclassable pour moi. Et ensuite, il y a quelques animés, il y a des mangas que je vais pas citer parce que je les ai vus qu'en animé, et là je me concentre aussi, troisième critère du coup, sur les mangas que j'ai lus, les mangas dessiné quoi. Et tout ce qui est animé, comme Full Metal Alchemist pour moi, ou Alchemist, on prononce comme on veut, mais Full Metal pour moi c'est un animé que j'ai de cœur, parce que regarder avec mon frère en 2004 sur Kazé, sur Canal+, là aussi c'est intouchable pour moi. J'ai pas encore lu le manga, la Perfect Edition me fait beaucoup d'œil, mais là je me concentre sur des lectures inédites. Par exemple, je suis en train de lire Tsugai de la même autrice. Même chose pour Berserk, je suis en train de le découvrir grâce à cette fameuse édition Prestige, que je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur les 3 œuvres de Dark Fantasy à découvrir en 2025. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et Berserk, plus tard, il intégrera sûrement le top parce que c'est une œuvre majeure, marquante, et voilà. Pas de One Piece non plus dans ce top, parce que One Piece, c'est pas une œuvre terminée, même s'ils sont au 110e tome. À l'époque, j'étais à jour sur chaque sortie, je me suis arrêté au 40e, parce que c'est un peu ma limite. 40 tomes, c'est beaucoup, c'est un budget, et quand on n'a pas beaucoup de sous, entre guillemets, tu peux pas découvrir d'autres œuvres. Donc j'ai fait une pause à l'époque au 40e tome, et malheureusement, j'ai jamais repris. Donc m'envoyez pas pour ça. Naruto, pareil, je me suis arrêté au 35e tome à l'époque. Il fallait faire des choix, et je regardais l'animé, donc Naruto aussi, l'un des meilleurs mangas shonen, très inspirant. Voilà, ceci étant dit, j'ai envie de commencer mon top 10. On va commencer très très doucement avec une comédie romantique. Je parle de Love Fragrance. Love Fragrance, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'amour entre deux Japonais qui se rencontrent sur leur lieu de travail. Donc on a Asako et Kotaro. Asako est comptable et Kotaro travaille un peu, à la conception de savon. Donc il a un odorat très développé, et quand il tombe sur cette comptable par hasard, il est envoûté par son parfum. Donc il n'y a rien de magique là-dedans. La pauvre Asako, en fait, elle souffre d'une maladie, et je n'ai plus le nom en tête, mais elle transpire beaucoup, donc c'est un vrai complexe pour elle. Elle est obligée de faire régulièrement des pauses pour s'essuyer, changer de t-shirt. Donc bien sûr, le contact avec les autres, c'est compliqué. Elle est introvertie, elle a peur un peu de tout. Et elle tombe sur Kotaro qui, par hasard, respire son odeur, son parfum, et ça l'inspire, et ça le met en joie. Au début, ça fait penser un peu à du harcèlement, parce qu'il est vraiment au taquet sur elle, parce que là, comme tel un artiste, sur le coup de l'inspiration, il est reboosté, et il a envie de découvrir ce qu'elle met, comment elle fonctionne, enfin c'est incroyable, mais bon, c'est une odeur naturelle. Bref, au-delà de ça, ce qui m'a plu dans cette histoire, ce qui se termine en 11 tomes, c'est qu'on voit
le développement, le quotidien d'un jeune couple japonais qui fait connaissance, du flirt, à l'emménagement, et plus encore. Et ça, je l'avais jamais vu encore dans différentes comédies romantiques, parce qu'on en arrive toujours... le climax, c'est quand il conclut, Jean-Claude Duss, c'est celui-là, c'est quand il conclut à la fin, et voilà. Donc ça, c'est une œuvre qui m'a beaucoup marqué, elle mérite d'être dans le top 10, c'est sorti de 2021-2023, beaucoup aimé, et puis je crois qu'il a même eu un prix manga du internet, je crois, prix manga sur internet. Voilà. L'amour est une affaire de chimie, une comédie romantique au parfum capiteux. Alors, vraiment chouette, et surtout que cette relation, c'est vrai qu'au début ça fait un peu le mec qui va la harceler tout ça, mais en fait rien à voir, parce qu'elle va au fil du temps s'affirmer, cette Asako, et elle va s'affirmer, elle va grandir auprès de Kotaro, qui lui aussi, voilà, c'est une évolution, enfin vraiment bien. En 11 tomes, ils vont au bout du sujet, et c'est vraiment super. Ça, je vous invite à le lire. Top 9, The Promised Neverland. Oui, la promesse d'un accord démoniaque. Mais quelle histoire, ça j'adore. Franchement, j'ai fait une petite vidéo où j'en parle vite fait sur la chaîne. J'adore ce manga, j'adore. 20 tomes, c'est tellement efficace, tellement prenant. On a peur pour ces personnages, on a peur pour ces enfants. Le premier arc, l'antagoniste principal, c'est leur maman, quoi. C'est vraiment flippant, et en même temps prenant, intelligent, j'adore. La fin a fait beaucoup parler. Si vous avez lu le bouquin, dites-moi dans quelle équipe vous vous trouvez. Moi, la fin ne m'a pas trop dérangé, mais c'est vrai qu'on aimerait peut-être voir autre chose. Après, voilà. C'est un cliché de base, mais est-ce que c'est pas le chemin, le voyage qui compte plus que le terminus? Je vous invite vraiment à le lire si c'est pas déjà fait. J'ai même dans la bibliothèque le fameux tome 0, où là, on a une espèce de making-of. On a un tome 0, on a les secrets de la conception du manga, et ça c'est super intéressant, c'est le fameux guide officiel. Ryu Shirai, le scénariste, dit « C'est la première fois que je me livre autant, en vous dévoilant de nombreux secrets de production, des informations inédites sur les personnages et l'univers de la série. J'ai tenté de vous en offrir le plus possible, et j'espère que de tout cœur que cet ouvrage vous plaira. » Et oui, il revient en détail sur des événements majeurs de la série. Franchement, ça c'est sympa aussi, c'est un super complément. Voilà. The Promised Neverland, trop cool. On continue avec du shonen. Top 8, My Hero Academia. Comment réaliser un rêve inaccessible quand on ne possède pas d'alter? Et oui, parce que dans ce monde, franchement, c'est un monde que j'adore. Voilà, c'est un des mangas qui se rapproche le plus des comics. Nous avons un monde où les super pouvoirs sont monnaie courante. En gros, 80% de la population possède des super pouvoirs. 20% d'entre elles, n'en possèdent pas. Ici, on a Izuku Midoriya qui, lui, rêve qu'une chose, c'est d'intégrer la Hero Academy, la fameuse école prestigieuse qui forme les plus grands super-héros du Japon. Malheureusement, il lui manque une chose essentielle, c'est qu'il n'a pas d'alter, il ne possède pas d'alter, il n'a pas du tout de super-pouvoir. Et est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui ne va pas aboutir à ses rêves? Bien sûr que non, parce qu'il fait la rencontre de son super-héros préféré, une espèce de Superman japonaise, même bien plus que ça niveau pouvoir. Il s'agit de All Might, et All Might va lui confier son pouvoir. Et là, ça part 42 tomes, et quelle histoire, des personnages attachants qui évoluent. Je parlais de Dragon Ball tout à l'heure, avec les boules de cristal, où là, on ressuscite les gens. Là, non. Non. Là-dedans, quand le personnage meurt, il meurt. Très fier de cette phrase aussi. Donc il y a un véritable enjeu également, donc des antagonistes qui font froid dans le dos. Au tout départ, on dirait une blague, il y a ce groupe de méchants avec ce gars-là avec toutes ses mains sur lui, et tu dis il est un peu ridicule. Non mec, il va évoluer, et ça va être quelque chose de terrible. My Hero Academia, j'adore, et j'adore aussi la DA prise par Kyun. Franchement, c'est vraiment chouette avec les fameuses petites pubs. Une pensée pour Katsuki aussi, ce rival d'Izuku qui est au tempérament explosif. All Might est tellement riche comme personnage. En fait, il y a tellement de personnages secondaires. Dites-moi en commentaire quel est votre personnage préféré de My Hero Academia. J'entends déjà des Shoto. Bref, ça c'est une œuvre culte. Le mot qui me vient le plus en pensant à My Hero Academia, c'est épique. Top 7. Et là, on part sur du seinen horrifique, un peu malaisant, un thriller
d'action d'ailleurs, un thriller d'action. Je parle bien sûr de Gannibal. Et Gannibal, Franchement, derrière Gannibal, c'est dur de lire un autre thriller parce que c'est très Stom. C'est très Stom et c'est d'une efficacité. Là, on a Daigo qui est policier. Il arrive dans un village complètement paumé avec sa femme et sa petite fille. Sa petite fille qui a vécu quelque chose de traumatisant parce qu'elle est muette, elle ne parle plus, elle n'a pas prononcé un seul mot. Et là, ils ont un espoir avec cette famille d'un nouveau départ. Donc ils arrivent dans ce village, mais le précédent policier a disparu. Voilà. Et dans ce village, on sent qu'il y a quand même une espèce d'autarcie. Ils sont un peu en marge de la société, surtout avec la famille Goto, qui ont leurs croyances. Et comme le nom l'indique, Gannibal, cannibale. Donc le personnage là, il est effrayant. Certes, il est effrayant, mais super intéressant. Et ça, je m'y attendais pas du tout, j'étais agréablement surpris. Pareil, Daigo, on le voit comme un flic gentil qui subit un petit peu. Et arrivé à la fin de ce premier tome, putain, il envoie des mandales, mon gars. Et ça fait du bien. Parce que tu vois, le voisin qui te casse un peu les couilles, lui, il va s'en charger de ce voisin-là, tu vois. Il va s'en charger. Et c'est là que j'ai adoré ce manga parce que il y a des zones grises. C'est pas noir et blanc, il y a vraiment des zones grises. Où va la folie? Chez qui frappe-t-elle? Franchement, un manga culte pour moi, direct. J'ai adoré. Donc ça, je vous le conseille fortement. Effectivement, au début, on peut sentir une espèce de malaise. Est-ce que ça va vous créer quelque chose de viscéral, quelque chose de pas bien? C'est possible. Moi, j'ai adoré et j'ai dévoré cette lecture, sans faire de jeu de mots. Top 6. Et là, on part sur du tranche de vie, une autre ambiance, avec Hirayasumi. Hirayasumi, j'adore. Donc là, on a Hiroto et Natsumi, cousin et cousine, qui emménagent ensemble dans une maison léguée par une vieille amie de Hiroto. Quand je dis vieille amie, parce que c'était une personne âgée, Madame Anae, qui est malheureusement décédée. Et elle a légué gratuitement sa maison à ce garçon, à ce jeune homme de 29 ans, qui est friteur. Alors lui, il bosse à mi-temps et il profite de la vie, même si les fins de mois peuvent être un peu compliquées. Et il vit avec sa cousine qui est venue faire ses études d'art au Japon. Donc franchement, à Tokyo, je dis au Japon, oui au Japon, mais à Tokyo. Et franchement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce bouquin. On s'y sent bien, il y a tout ce qu'on peut... Enfin, chaque histoire, chaque bouquin, chaque tome, on grandit un peu plus avec eux. Ils vivent des choses que nous-mêmes on a vécues ou on s'apprête à vivre. Que ce soit le mal-être au boulot, le changement de vie quand tu viens d'avoir un enfant. Là, je prends surtout l'exemple du meilleur ami de Hiroto. Un meilleur ami, au début, tu te dis, c'est un peu un bouffon, il vient là pour déconner, est-ce qu'il pousse un peu vers le bas son pote? Bon, tu peux te poser plein de questions quand tu lis ce genre d'histoire. Mais pas du tout en fait, c'est quelqu'un de super intéressant aussi. Il y a une histoire de triangle amoureux avec une agent immobilière, un écrivain, Hiroto, qui a d'ailleurs un passé, dès le début, on le dit, c'était un ancien acteur en devenir, pourquoi il a arrêté sa carrière. Hirayasumi, c'est le 9e tome est prévu dans quelques semaines, et j'ai cru voir passer l'info comme quoi 10 tomes et c'est terminé quoi. Voilà, c'est pour ça que je me permets de le placer alors que c'est pas une série complète, mais là encore une fois, le voyage compte plus que la destination, même si quand ça va s'arrêter, il se peut que je verse une larme. Je me suis très attaché à ces personnages qui sont des personnages magnifiques, tout sauf parfaits, enfin comme dans la vraie vie, mais en mieux. Donc une œuvre indispensable pour moi, c'est le positif, et le positif appelle le positif. Le positif ramène du positif. Bref, lisez Hirayasumi. Là, top 5, on va partir sur pareil, un peu comme Dragon Ball, mais là je vais le mettre dedans parce que même avec les années, puis je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est mon premier manga de science-fiction. Il s'agit de Ganmu. Gunman. Appelle-le comme tu veux, fais-toi plaisir. Ganmu, donc là, l'édition originale, parce que moi je l'ai connu à l'époque, je l'ai connu dans cette édition-là à l'époque, et bien sûr il y a eu des problèmes avec la maison d'édition, donc ils sont pas allés jusqu'à la fin, bref, il y a eu des petites couilles dans le potage. Heureusement, Glénat a eu les droits, ils ont republié en 2018 cette édition qui se rapproche le plus de l'original, et franchement, Ganmu, c'est mon premier crush. En gros, Gali, je suis tombé
j'étais gamin, en lisant le bouquin, je suis tombé amoureux de cette cyborg, qui est la plus humaine des robots que j'ai rencontré littéralement parlant. Donc de quoi ça parle? Très simple, parce que tout le monde connaît. Gali, c'est une cyborg retrouvée dans la décharge par le docteur Ido Hilarafistol. Malheureusement, c'est une cyborg amnésique. Elle ne se rappelle pas du tout de qui elle est, d'où elle vient, même si dans son être, dans son corps, eh ben, elle se rappelle d'un art martial, qui est le Panzerkunst. Et franchement, c'est incroyable parce qu'il y a cette dualité. C'est une fille que tu trouves mignonne, que tu as envie de protéger, tu la sens fragile, mais en même temps, bah, pas du tout. C'est quelqu'un qui est capable d'exploser des gens à main nue et qui est très forte et qui apprend au fil des tomes. C'est en 9 volumes. Moi, je me suis arrêté au 9e parce que c'était la fin de l'époque. C'est pas une fin qui satisfaisait l'auteur. Yukito Kishiro n'était pas satisfait de sa fin, il avait dû la terminer rapidement à l'époque, donc il a repris sa série, et moi j'ai pas repris. Je suis resté là-dessus, ça m'allait très bien. Il y a une petite influence Mad Max, c'est du post-apo, c'est violent, c'est gore, c'est pas pour les gamins. Comment j'ai pu avoir ça entre les mains, gamin? Et voilà, je vous invite à lire Gun si c'est pas encore fait, ou Gunmu, ou Gunham, comme tu veux, fais-toi plaisir. Pour terminer, Gali, moi elle m'a fait vivre des moments de grâce, même dans sa décharge. Voilà, c'est le mot de la fin. Voilà, Gunham, elle mérite amplement d'être dans mon top et elle bougera plus. Donc là, le top 4 qui n'a pas réussi à accéder au podium, il s'agit de Ryo Saiba avec City Hunter. Donc c'est cette perfecte édition que j'adore. Voilà, dedans il y a 2 mangas, c'est 32 tomes à la base, là on en retrouve 16. Il y a un 17e tome qui est sorti là-dedans, mais franchement aucun intérêt, 16 c'est très bien. Aucun intérêt parce que en fait c'est une espèce de bonus, alors que la fin se termine dans le 16e. Bref, ça j'adore cette édition, surtout que il y a un beau boulot de fait, il y a même un marque-page qui reprend la couverture du premier tome, hein, de chaque tome. Donc ça c'est chouette, avec des pages couleurs. Hop, de quoi ça parle? Bah, franchement, Ryo Saiba, nettoyeur, un travail avec Kaori, un duo attachant, même amoureux, j'ai envie de dire, même si malheureusement Ryo Saiba, il a un gros défaut, il est pervers, obsédé, stalker, il adore les jeunes femmes et il n'accepte que les boulots où il doit protéger une belle et jeune femme. Bref, ça amène plein de situations très drôles, ça ne franchit jamais une certaine limite un peu dégueulasse, quoi. Un peu comme il y a un manga que j'ai lu il y a quelques temps, qui s'appelle Jagan. Très bon manga, mais il y a un personnage qui fait des trucs dedans, c'est juste dégueulasse, même si ça n'a rien à voir, quoi. Mais il n'y a jamais ce truc-là. Alors qu'il y a le fameux Mokori dedans. Et autant te dire qu'après chaque lecture, ça me met le Mokori. Alors plus la vidéo avance, plus je me mets à vous tutoyer, je suis désolé. Enfin bref. Donc Shinjuku, quartier très connu et populaire au Japon, donc là sublimé par Tsukasa Ojo, qui fait un travail de dessin, de scénario sublime. Pour moi, c'est culte. Et encore maintenant, de découvrir, en fait, j'en parle parce que je le relis depuis le début de la réédition. Et c'est un bonheur de redécouvrir cette histoire. Parce que moi, je l'ai connu surtout via la série télé Nicky Larson, sortie chez Club Dorothée. Bah oui, Génération Club Dorothée, hein, Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac et tout ça. D'ailleurs, Senseiya, je suis en train de me les refaire aussi parce qu'ils ressortent en manga, la fameuse Final Edition. Donc là aussi, ça arriverait peut-être dans le fameux top parce que c'est une lecture vraiment plaisante, même s'ils ont tous la tête de profil dans Senseiya. Ils sont tous comme ça. Tu les vois jamais comme ça, tu vois comme ça. Enfin bref, je m'égare. Franchement, super lecture, City Hunter. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo de sélection manga avec Céline qui a fait un boulot de dingue. Les Lorrains en force pour le coup. Super vidéo. Voilà. Bref, City Hunter, pépite, qui me donne le Mokori. Ça y est, top 3. Et là, le top 3, vache, l'attaque des titans. Ça, c'était obligé. Waouh. Ça, c'est ce que j'appelle un chef-d'œuvre. 34 tomes. Un dessinateur, un scénariste, Hajime Isayama. Je relis pour éviter de charcuter son nom. Là, ici, j'ai édition anniversaire des 10 ans. Parce que j'avais le premier tome de l'époque, mais je l'ai offert à un de mes amis pour qu'il découvre cette série, cette saga. Là, pour le coup, j'ai aussi vu l'animé qui
qui est juste sublime, hein. Un petit mot sur l'animé, avec soit les musiques, sur le dessin. Là, ce que j'adore aussi dans ce manga, c'est qu'effectivement, le dessinateur, au début, ses dessins demandent qu'à évoluer, chose indispensable pour savourer la suite de l'histoire, et c'est ce qu'il a fait, quoi. Son dessin très à évoluer. Le scénario, par contre, il est maîtrisé, parce que quand tu finis l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, putain, le mec, il avait tout prévu depuis le début. Il avait tout prévu depuis le début. Là, on est dans le top 3. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai chialé, mon gars. J'ai chialé avec l'Attaque des Titans. Franchement, c'est une histoire d'amitié, une histoire de vengeance, une histoire d'humanité. Enfin, tu te fais manipuler par le scénariste. C'est du rebondissement, des événements. Pareil, je parlais tout à l'heure de zone blanche, de zone noire. Là, il y a des zones grises. Tu as différents points de vue par rapport aux protagonistes, que ce soit les ennemis ou les héros. Bref, c'est une œuvre culte, complète, majeure du manga. Là, top 3, ça me paraissait évident. Et ce qui est cool dans cette édition anniversaire, c'est que vous avez le tome 0, l'épisode 0 qui a été publié à l'époque dans le Shonen Jump, je crois, qui donnait les bases de cet univers. L'ébauche à l'origine de l'Attaque des Titans. C'est un one-shot qui a été créé par le jeune Hajime Isayama lorsqu'il cherchait un éditeur pour l'épauler et le mener à la publication en magazine. Donc ça a été publié en magazine, une ébauche, et ça a permis de... vas-y go, on te fait confiance, parce que franchement c'est terrible. Ça c'est trop bien d'avoir ce petit bonus au passage. J'ai pas acheté l'édition colossale parce que, comme le nom l'indique, elle est colossale, et il y a vraiment une histoire de place, et surtout que j'avais les autres tomes. Et puis j'ai une pensée pour Misaka, que j'ai toujours vue depuis le début comme l'héroïne de l'histoire. Bref, ça c'est juste une parenthèse, j'avais envie de le dire. Misaka, j'ai toujours vu comme l'héroïne de l'histoire dès le début. J'adore ce personnage qui, pareil, me rappelle un peu Gali, ce côté, t'as envie de la protéger tout, alors qu'elle botte des culs. Voilà, tout simplement. Allez, on passe au suivant. Numéro 2. Et là, si vous êtes observateur, il y a un bouquin qui a disparu juste au-dessus de moi. Il s'agit de Quartier lointain. Voilà, Quartier lointain. Pourquoi je l'ai mis en top 2? Déjà, je l'ai lu 2 fois. Je l'ai lu 2 fois. Et comme le personnage qui remonte le temps, revivre ce moment de lecture, j'ai été bouleversé au même moment. En gros, j'ai vraiment versé une bonne larme là, sur ce bouquin, sur cette œuvre majeure, 400 pages, édité chez Casterman. Donc oui, là c'est... pour les puristes, c'est un peu embêtant parce que c'est de gauche à droite, c'est sens de lecture occidental. Ça m'a pas gêné, il y a des pages couleurs. C'est vrai que je monte pas trop les bouquins, je vais mettre un peu d'insert. Bref, Quartier lointain, c'est une œuvre marquante de Jiro Taniguchi. Là en ce moment, je suis en train de lire Le Gourmet solitaire. Franchement, c'est une tranche de vie, c'est 32 épisodes aussi, c'est pépite. J'adore l'ambiance qu'il met. Et là, il arrive à mêler ça avec du fantastique, et ça nous fait poser un regard, surtout à l'âge que j'ai, sur la paternité, la parentalité, utiliser son passé pour se garantir un meilleur avenir. Et ça, c'est très fort de le faire dans une histoire telle que celle-ci. Et là, vous avez un jeune garçon, non, c'est un quarantenaire qui, après s'être rendu sur la tombe de sa maman, se retrouve projeté dans le passé. Et il va revivre un peu son collège, jusqu'à un moment très déterminant, qui est très vite placé au début de l'histoire. En gros, son père a quitté sa famille. Il n'a jamais su pourquoi. Il n'a jamais su comment. Voilà. Et ouais, c'est une œuvre qui m'a vraiment bouleversé. Je l'ai lu 2 fois. Et 2 fois, j'ai réagi pareil. Et une seconde lecture, ça fait toujours plaisir. Et il y a des moments drôles. Il y a des moments où tu dis « Ah, c'est peut-être un peu border. » Tu oublies que tu es dans un corps de quarantenaire. Mais en fait, non. On sait pas comment on réagirait, nous aussi. Parce que tu dis « Est-ce que je rêve ? Est-ce que je vais retourner dans mon présent ?» Plein de choses à dire sur cette œuvre. Je pense que je ferai une vidéo dédiée vraiment à Jiro Taniguchi. J'ai pas lu Le Sommet des Dieux parce que j'ai dit ça à mon pote, on avait bu un soir. Je lui ai dit ouais parce que j'en ai rien à foutre de l'escalade. Et oui, grosse erreur de ma part. Bref, Jiro Taniguchi, il mérite amplement notre attention. Et oui, top 2 naturel, et je sais que ça bougera pas, il restera ici.
Enfin, pour moi, une œuvre d'une justesse rarement égalée. Et après avoir lu ce bouquin, j'ai appelé mes parents. Place au top 1. Je me mets à gueuler. Bref, oui, c'est une tasse Captain America. Bref, pourquoi je l'ai placé en top 1? Parce qu'en 20 ans, c'est l'œuvre que j'ai le plus lue de ma vie de lecteur. Le plus lu de manga. Il y a tellement de secondes lectures, de nouvelles lectures, de détails. C'est une ambiance, c'est top. C'est un classique. Je vais peut-être en décevoir certains. Peut-être qu'il y a d'autres choses à mettre en avant. Mais là, je suis obligé de me répondre à moi-même. Il s'agit de Death Note. Death Note. Et là, nous avons la Black Edition. Voilà, une magnifique édition qui rend hommage à cette œuvre. 6 tomes. 6 tomes en Black Edition, qui regroupe 2 tomes. Bien sûr, il y a un tome bonus sorti quelques années plus tard, je l'ai acheté, mais bon, c'est des cours d'histoire. Je vais pas vous faire l'affront de parler de Death Note, mais je vais le faire quand même. C'est un thriller fantastique, du suspense. Quand on a le pouvoir de mort sur les autres, comment doit-on en faire en usage? Est-ce qu'on doit l'utiliser? Toutes ces questions de moralité, c'est incroyable. C'est incroyable et je trouve que c'est un manga intemporel, même s'il y a le coup des téléphones portables à clapper, mais c'est une œuvre intemporelle. Je vais résumer ça comme ça. Pour moi, c'est le meilleur duel entre un dieu proclamé et l'enquêteur ultime. Le meilleur duel entre 2 camarades. Le meilleur duel entre 2 meilleurs amis. C'est intelligent et c'est un régal de mise en scène. Attention, je vais m'exciter maintenant. Que ce soit la découverte du cahier de la mort par Light, que ce soit les événements à Sakura TV, que ce soit l'enfermement volontaire de Light. Pouf, le rapport avec son père qui est flic, qui le traque, enfin Light, Yagami, c'est un truc de fou. Le rapport de Light avec son père, c'est le truc le plus tragique que j'ai lu. C'est horrible. Horrible ce qui fait vivre à son père, ce qui fait vivre à son père, ce qui fait vivre à son père, c'est horrible. C'est une pourriture ce mec. Mais en même temps, t'as envie, c'est un peu comme Dexter, t'as envie de le voir continuer, t'as envie de le voir achever son œuvre, t'as envie qu'il réussisse, et ça te fait poser des questions sur toi-même, sur ton intégrité, sur les choix que tu ferais. Death Note m'a fait poser beaucoup de questions. Il n'y a pas beaucoup d'œuvres comme ça, et Death Note m'a fait poser beaucoup de questions. Alors oui, quand j'ai vu certaines adaptations, surtout celles de Netflix, putain, ils ont rien compris les mecs. Ils ont rien compris à Light Yagami, ils ont rien compris à Death Note. Et ils ont compris une chose, c'est qu'il fallait pas faire de suite. Heureusement que les lecteurs, les fans ont réagi. Elle aussi, sa posture qui peut paraître un peu exagérée, ben, en fait, elle sert à l'histoire. Voilà, je parle même pas de Ryuk, ce démon, ce dieu de la mort qui est croqueur de pommes à mi-temps, quoi. Bref, Death Note, si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le. Après, je peux me montrer quand même objectif. J'ai écouté certains lecteurs dire en commentaire que oui, la fin, elle retombe. Et ben, je suis d'accord avec ça. Effectivement, la fin, j'ai l'impression que ça régresse, que ça retombe. Mais je trouve que c'est intelligent d'avoir fait ça, parce que ça te met dans une espèce de, je sais pas, de petit truc de soufflet, ou en même temps après un climax de dingue, ça te fait retomber et tu te dis, ouais, t'es un peu sur tes acquis, un peu sur tes lauriers. Et ben quand arrive le grand final, ben, je trouve que ça le rend encore plus impactant. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que entre la série animée et le manga, tu as 2 fins différentes qui apportent beaucoup à l'œuvre. Bref, là, j'enfonce les portes ouvertes, mais ouais, quel final. Quel final. Je suis en train de m'en rendre compte avec vous, mais c'est le point commun de mes 3 œuvres sur le podium. C'est que c'est des fins amères, quelque part. Voilà. En tout cas, Death Note. Top 1. Et c'est bon pour ce top 10, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie d'avoir suivi tout ça. J'ai essayé d'être assez concis, assez rapide sur les œuvres, parce que la plupart d'entre nous les connaissent. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre top à vous, ça me ferait vraiment plaisir de le découvrir. Qu'est-ce que vous lisez aussi en ce moment? Moi je lis Le Gourmet Solitaire, j'en ai parlé un petit peu, et je me suis mis à jour sur Kindergarten Wars et Today's Burger, je parle dans tous les sens. Voilà, merci en tout cas, on est de plus en plus nombreux sur cette petite chaîne modeste. Dans tous les cas, c'est un vrai plaisir de partager avec vous mes moments en lecture, et je vous dis à la prochaine.